Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi j'aimerais bien vous balader un peu dans la mer. On va d'abord un peu dans les profondeurs, on fera un peu de yo-yo pour finalement sortir et après on partira dans l'univers. Ma dernière diapo vous montrera que même dans la biologie, il y a un peu d'univers vivant. Donc si on demande à des gens comment la mer profonde, la plupart des gens te disent ça, c'est noir, il n'y a rien du tout. Alors, si, par contre, on regarde un peu plus, c'est pas tout à fait vrai. Déjà, si on plonge dans les profondeurs, il y a les couleurs du soleil qui commencent à partir. D'abord le rouge, l'orange, le jaune, le vert, pour finalement terminer juste avec du bleu. Donc pour nous, un plongeur qui va à 200 mètres, il a un intérêt d'être bien équipé, il va que du bleu. Pour ces animaux qui vivent là-bas, parce qu'il y a plein d'animaux qui vivent là-bas, le 200, ce n'est pas du tout la limite. Ces animaux, ils ont des yeux tellement adaptés, tellement sensibles, que jusqu'à 1500 mètres, ils voient encore la lumière du soleil. Pour eux, à 1500 mètres, il y a encore la lumière. Et ils utilisent aussi cette lumière. Donc, si on plonge dans la mer, très souvent, on a ce type de phénomène. Là, c'est des microalgues. Donc là, on est encore un peu à la surface. Et comme vous voyez, si on le secoue, ils sont en choc et ça les cause de faire la lumière. C'est joli, mais ça peut être beaucoup plus joli si on regarde vraiment dans la nature. Ici, c'est en Tasmanie, c'est une aurore australe. Et vous voyez une mer bioluminescente. C'est à nouveau des microalgues. Et là où il se casse, il s'allume. Donc c'est une scène qui vient d'un film qui s'appelle Life That Glows. Donc comme vous voyez, il y a des petits oiseaux qui se baladaient à travers la mer. Là, il y a des hommes qui arrivent et ils les font beaucoup plus impressionnants. Et vous voyez, c'est vraiment une grosse soupe. Si on va à cette mer-là dans la journée, c'est rouge. C'est tous ces microalgues, c'est des énormes concentrations. Ce passant-là, il intrigue toujours les petits-enfants parce que sa truffe, elle fait la lumière. Alors, ça, on peut le rencontrer là, en Tasmanie, mais on peut aussi le trouver, par exemple, à Watt, à Udic, dans les petites îles dans le sud de la Bretagne. Si vous allez en avril, quand le mer commence à chauffer, vous pouvez trouver ce type de truc. Il y a donc dans la mer surtout des microalgues qui font la lumière et des bactéries. Ça, c'est des bactéries qu'on a isolées d'un poisson des grands fonds. Et comme vous voyez, ça fait bien la lumière. On peut même écrire avec. Dans la mer, il y a plein d'autres choses. Il y a des méduses, il y a des pieuvres, il y a des poissons, dont des requins. Presque tous les groupes, il y en a des groupes, ont des représentants qui font la lumière. Et en totalité, on est maintenant à peu près d'accord que la bioluminescence a été réinventée 90 fois. Donc, il n'y a pas une évolution dans la bioluminescence, ça s'appelle une évolution convergente. Chacun réinvente la roue. Et ça a des avantages sur lesquels je reviens peut-être un peu plus tard encore. Donc, pourquoi tous ces organismes font cette lumière? Il y a 3 règles de base, ou pour se défendre, ou pour attaquer, ou pour communiquer. Alors, dans la défense, il y a la distraction. Par exemple, cette crevette qui vit à 1000 mètres, dès qu'elle vient d'être attaquée par un prédateur, elle éjecte une encre bioluminescente. Et comme bonne crevette, on donne un coup de queue, elle part dans le rien, dans le noir. Et le poisson, il est entouré d'une lumière. Il ne sait déjà pas où mordre, il va mordre dans la lumière. Mais il devient lui-même lumineux. Il y a même des crevettes qui sont, moi je trouve, un peu méchants. Ils ont développé une encre qui colle. Et qui colle donc sur le poisson. Et il a beau filer, mais les prédateurs, ils sont derrière. Donc, ça, c'est la distraction. Et vous voyez, ces poissons-là, presque tous ces bêtes données pour fond, ils ont des lampes, des petites photophores sur le ventre. Celui-là aussi, celui il s'appelle Argyropelycus, c'est hachette d'argent. Non, il y a des scientifiques en 99 qui s'amusaient, ils ont mis 2 de ces poissons dans un bocal et ils ont filmé par en bas. Et la lumière venait par en haut. Et si on fait ça, vous voyez les 2 poissons, et celui-là, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle a allumé ses lumières.
il a intégré la quantité de lumière qui venait en haut, la couleur de la lumière qui venait en haut, et même l'angle de la lumière qui venait en haut. Et comme ça, il disparaît. Donc ça s'appelle la contre-illumination. Et on le voit dans cet sens tout le temps. Si on voit un avion qui vole dans l'air, on dit il y a un avion. Mais en vérité, ce n'est pas l'avion, c'est l'ombre de l'avion. Et pendant, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils avaient un problème avec les sous-marins allemands. Et le seul moyen pour couler un sous-marin, au début, c'était d'envoyer des avions bombarder les sous-marins. Mais une belle journée, un sous-marinier qui est à son poste, à 15 km, il voit l'avion déjà venir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont équipé les avions avec des lampes pour casser l'ombre de l'avion. Solic, ça n'a jamais fonctionné. Ils ont fait ça avec 2 avions. Un existe encore. Le problème, c'était que les Allemands avaient déjà des sonars, des radars, et donc ça ne marchait pas. Alors, après, on arrive donc dans l'attaque. Là, il y a beaucoup d'organismes qui ont des leurres. Ça, par exemple, c'est le beau droit des profondeurs, c'est celui de Nemo, le film dessiné de Disney. Et vous pensez, voilà, c'est la bouche. Non, la bouche, elle va jusque-là. Donc, il y a tout petit corps et une énorme bouche. Et toute la bouche, elle est remplie de dents. Il y a des dents partout. Donc, on rentre, on ne sort plus. Donc, cet animal, pour attirer ses proies, elle fait une symbiose avec des bactéries bioluminescentes. Tous ces petits points, c'est des colonies de bactéries qu'il entretient. Et dans la boule, il y a une énorme colonie de bactéries qui peut ouvrir et fermer. Et comme ça, il emmène ça vers sa gueule. Les animaux qui viennent, ils ont le tort de rentrer dedans. Deuxième façon d'attaquer, c'est ce poisson-là qui m'intéresse particulièrement. Il a un nom à coucher d'or, Malacostes niger. Et il a une lampe de poche privée. Tous ces animaux, pas celui-là, mais beaucoup, ils ont des lampes sous les yeux. Ils utilisent ça comme lampe de poche, mais toujours dans le bleu-vert, parce que le gros de tout ce qui vit dans les grands fonds va que du bleu. La lumière qui vient du soleil est bleue, les yeux qui sont adaptés. Donc la lumière qu'ils font eux-mêmes est aussi adaptée bleu. Celui-là, il est allé plus loin. Il a une lampe rouge en dessous des yeux. Et ça a étonné énormément les biologistes parce qu'ils disaient, voilà, dans une lampe rouge, donc on doit trouver une protéine qui permet de voir le rouge. Donc nous, on a 3 protéines, une bleue, une verte et une rouge. Dans tous les autres passants des grands fonds, on trouvait du bleu parce qu'il veut du bleu. Donc ici, ils soupçonnaient de voir une bleue et une rouge. Et quand ils ont analysé, il n'y avait qu'une bleue. Et ce poisson, il est unique dans le règne animal parce que pour voir son rouge, il prend une chlorophylle, donc un truc des plantes ou des microalgues, et il colle ça sur son opsine, sur cette molécule qui permet de voir du bleu. Donc avec une molécule bleue, il peut voir du rouge. Donc lui, c'est une bête de cirque. Donc, dernière histoire, c'est la communication. Ce petit poisson, qui s'appelle photobléphorant, qui vit à 10 mètres dans les récifs coralliens, il a fait peur à la... Non, ça n'avait pas marché. Il a fait peur à l'armée israélienne. Je n'ai plus la main. Bon, je vais vous raconter ce que vous aurez dû voir. Donc, ce poisson, il a fait peur à l'armée. Quand ils ont, dans la guerre Yom Kippour, la guerre de 6 jours, ils ont pris la Sinaï égyptienne. Et à un certain moment, ils ont vu des lampes sous l'eau. Donc, ils ont téléphoné directement à leur plongeur de marine. Les bonhommes sont mis dans l'eau parce qu'ils pensaient que c'était des commandants de marine égyptiens qui attaquaient. Et finalement, non, c'était ces poissons-là qui se reproduisaient et qui font des grosses boules de 1 mètre, 2 mètres de diamètre de lumière. Donc, l'armée israélienne avait peur. Alors, si vous aviez pu voir le petit film, vous auriez vu que ces bêtes clignotent et les côtes est assez bien connu, mais c'est dangereux. Faire la lumière dans les grands fonds, c'est toujours dangereux. Quand on l'allume, on devient visible, donc on peut être mangé. Mais on doit l'allumer pour dire bonjour aux copains ou pour attirer une proie. Donc eux, ils sont malins, ils flashent, et dès qu'ils ont flashé, ils changent de direction. Donc un prédateur qui mord dans la lumière, le passant est ailleurs. En plus, ils utilisent cette lumière aussi pour illuminer par terre, et comme de temps en temps, on les va piquer les petites bêtes qui sont dans le sable.
Alors, tout ça, ça a commencé dans un certain sens avec ce monsieur qui s'appelle Raphaël Dubois. Avant, il y avait Aristote, il y avait Pline le Vieux et tout ça. Tout le monde a décrit la bioluminescence. Mais celui-là, Raphaël Dubois, c'était un élève de Paul Bert, celui des pressions des plongeurs, et un élève de Claude Bernard, le grand physiologiste français. Et Raphaël Dubois, il nous a fait deux choses. D'abord, il a fait la première machine à anesthésier. Avant, Raphaël Dubois, c'était un torchon de chloroforme. On s'endormait, mais réveillé, ce n'était pas toujours le cas. Après, Raphaël Dubois, on a des machines qui fonctionnent en général assez bien. Et son rêve, c'était de vouloir éliminer le monde avec des lampes bioluminescentes avec des bactéries dedans. Ça ne marche pas. Mais il a fait l'expérience que chaque biologiste qui travaille sur la luminescence fait chaque fois qu'il découvre une nouvelle bête bioluminescente. Il a vu, il était au Havre, il y a un petit garçon qui lui a donné une luciole qui venait de Costa Rica, je pense, et il a écrasé cette bête. Et pendant 30 minutes, il y avait une lumière qui sortait de cet extrait. Donc, 30 minutes, lumière. Après, il a pris une autre qu'il a aussi écrasée et l'a mis directement à 80 degrés, en vérité. Et la lumière s'arrête directement. Et après, il a eu le coup de génie, on parle quand même de 1885, de remélanger ces deux extraits. Et hop, il avait à nouveau la lumière. Là, il avait épuisé un substrat qu'il appelait luciférine, porteur de la lumière. Et là, il avait tué une enzyme, une protéine, luciférase. Et depuis, on parle toujours de ces deux trucs, des luciférases, des luciférines. On les mélange un peu d'oxygène et on a la lumière. Donc, l'enzyme luciférase. Une luciférase, par exemple, d'un passant, rien à voir avec celle d'une pieuvre, celle d'une luciole. Chaque bête invente la roue. La luciférine, c'est moins diverse. Il y en a à peu près une vingtaine connues maintenant. Donc, luciférine plus luciférase, un peu d'oxygène, certains cofacteurs de temps en temps, une luciférine oxydée, et ça fait la lumière. Alors, là, on est arrivé, on s'est baladé un peu à travers la mer, et on sort de la mer, parce qu'à terre, il y en a aussi. Dans la mer, c'est très commun la bioluminescence. Si on regarde entre les 150 mètres et les 1500 mètres, 75-80% des organismes qui vivent là-bas, ils font de la lumière. Donc, c'est la règle. Tous ces bêtes font presque tous la lumière bleue. À terre, c'est autre. À terre, c'est très rare. Il y a à peu près 2200 lucioles. Et en totalité, on a peut-être 2400, 500 animaux qui font la lumière. Donc, il y a des lucioles. Oui, il fait son boulot. Donc là, c'est une luciole qui vit dans les Pyrénées orientales maintenant. Ce n'est pas du tout une française. C'est une étrangère. C'est une qui est venue d'Argentine et d'Uruguay. Et qui, depuis 2020, on pense qu'elle fait des bêtises. Parce qu'au contraire de nos lucioles et nos vers luisants qui mangent des escargots et des limaces, celle-là, elle mange des vers de terre. Donc, on est en train d'étudier s'il y a vraiment un effet. Alors, il y a, par exemple, ce ver de terre. Il vit dans la vallée de la Loire. C'est un assez grand ver de terre. Il mesure 4-5 cm. Et comme vous voyez, il fait une magnifique petite lumière. Et quand on le touche, il s'allume encore un peu plus. Donc, c'est probablement une protection contre un prédateur. J'aurais voulu cliquer sur le rond à gauche en haut. Là, j'ai mis cet animal dedans. Ça s'appelle un colambole. Il y a quelques années, on avait droit encore de dire que c'était un insecte, mais c'est très primitif, donc c'est son propre groupe maintenant. Et il y en a maintenant, entre-temps, on en a 5 qui font de la lumière. Et cette espèce-là, qui a été découverte en Nouvelle-Zélande, mais qui vit aussi en France, quand on leur souffle dessus, ils s'allument. Donc, à nouveau, c'est une protection contre un prédateur. Mon chien qui se balade par terre, il souffle, les colomboles s'allument, c'est quoi cette lumière? Et il part ailleurs. Le seul problème, moi, je veux donc comprendre comment ça s'est réglé. Donc, j'ai essayé de mettre de l'oxygène dessus, ça n'allume rien du tout. J'ai mis du CO2 dedans, ça n'allume rien du tout. J'ai mis de l'azote dedans, là, j'ai déjà l'air qu'on respire, ça ne marche toujours pas. Et je sais donc, ça peut être l'humidité. Ma fille a dit que c'était ma mauvaise haleine, mais ça, je doute aussi que ce n'est pas la vérité. Donc, ça, c'est les 3 modèles que
que j'essaie d'étudier au laboratoire. Alors, après, ici, normalement, le but, c'est sciences et arts. Donc, avec une équipe de théâtre, on a éliminé dans le off d'Avignon, dans la chapelle de Pétrarque, ce spectacle sur Simone Veil, la grande philosophe. Et on a fait des énormes boîtes de pétri. Donc, on avait des boîtes de bactéries qui 80 cm par 1,20 m. Avec 5 boîtes comme ça, on a pu éliminer toute la scène et l'actrice pouvait déclarer ses mots. Donc, quand on voit ça, c'est déjà très joli. C'est de l'art pour moi, de voyons ça. On a même discuté de faire ça en gros, de faire des boîtes, les photographier et peut-être faire un bouquin. Mais je l'ai mis surtout pour le prochain orateur, parce que ça me fait penser aussi un peu à ce qu'on a là-haut, les étoiles, les galaxies. Donc la biologie peut même emmener à étudier ce type de physique. Voilà. Merci beaucoup Marcel pour ces superbes images. Et puis merci beaucoup surtout à vous tous, le public, pour votre présence. C'est toujours super de pouvoir partager ces morceaux de science avec un public enthousiaste. Et j'espère que la présentation va être à la hauteur de votre intérêt. Alors donc, je m'appelle Olivier Bollangier, je suis chercheur à l'Université de Nantes, je travaille au laboratoire de planétologie et d'héliodynamique. Et ce qui fait de moi donc au quotidien un planétologue, ce qui veut dire que j'ai la grande chance d'avoir pour objet d'étude quotidien les lunes et les planètes, alors surtout dans le système solaire, mais aussi un petit peu au-delà, on va en parler un petit peu. Et comme on va le voir aujourd'hui, dans les quelques minutes qui viennent, ces lunes et ces planètes se prêtent particulièrement bien à la thématique d'aujourd'hui, puisque leur observation visuelle, c'est-à-dire directement leur interaction avec la lumière, est la façon dont on a commencé à les étudier et reste aujourd'hui une des façons privilégiées de le faire. Alors c'est une thématique extrêmement riche sur laquelle on pourrait passer probablement toute la soirée, mais vous allez voir que dans les diapositives qui suivent, j'ai essayé d'explorer un peu deux axes. Un qui correspond à des jeux d'ombre et de lumière, vous allez voir assez vite de quoi je parle, et puis l'autre peut-être un petit peu plus technique, mais particulièrement intéressant. On va voir ce qu'on peut apprendre de ces corps quand on analyse un peu plus finement les composantes de la lumière qu'on reçoit d'elles, de ces lunes et de ces planètes. Alors, pour commencer, je voulais justement partir avec un de ces jeux d'ombre pour vous présenter une des techniques qu'on utilise pour détecter des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et l'idée assez simple derrière ce qu'on appelle cette méthode des transits, c'est que si vous imaginez donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile, imaginez que ma tête c'est le Soleil, c'est une autre étoile. Au moment où la planète va passer entre vous et l'étoile, la planète forcément va occulter une partie de la lumière qu'on aurait dû autrement recevoir. C'est ce que vous voyez ici. Et du coup, l'idée, c'est que si on regarde tout autour de nous dans le ciel, on regarde les autres étoiles et qu'on voit certaines dont la luminosité baisse de façon périodique, c'est un bon indice qu'il va y avoir des étoiles qui tournent, des planètes qui tournent autour de ces étoiles. Alors la vidéo que vous avez ici, c'est pas une exoplanète, c'est Vénus qui passe devant le Soleil. Alors, au final, au passage, c'est une très belle vidéo parce que c'est quelque chose qui arrive une fois par siècle, ce transit. Donc c'est privilégié qu'on ait pu le voir. Donc c'est Vénus qui passe devant le Soleil. Vous voyez que la surface du Soleil, au passage, c'est assez turbulent. On a des éruptions, il se passe pas mal de choses dans la couronne. Et puis vous voyez qu'on observe le Soleil à différentes couleurs, on va y revenir. Mais en tout cas, vous voyez que durant la quasi-totalité de son transit, Vénus occulte une partie à peu près constante de la lumière du Soleil. Et alors là, ce que je fais apparaître maintenant là en haut à droite, alors c'est un peu moins vendeur peut-être en termes d'image, mais c'est les données derrière la première détection d'exoplanètes qui a utilisé cette méthode. Et alors c'est pour détecter une planète qui a à peu près la taille de Jupiter, un petit peu plus grosse que Jupiter, qui passe devant une étoile un peu plus grosse que notre Soleil. Et quand ça arrive, vous voyez que la luminosité de l'étoile baisse d'environ, enfin la luminosité qu'on perçoit de l'étoile baisse d'à peu près 2%. On vérifie bien que ça arrive de façon cyclique, parce que la planète revient régulièrement devant l'étoile.
Et ça, alors c'est une méthode, c'est une des principales méthodes qu'on utilise pour détecter les exoplanètes, et c'est une méthode qui est particulièrement intéressante, puisque évidemment, plus la planète est large, plus elle va occulter de lumière, donc l'intensité du phénomène va nous renseigner sur la taille de la planète. Il y a d'autres façons de détecter des exoplanètes, notamment en regardant la couleur des étoiles. Et du coup, avant de la présenter, je voulais revenir sur la notion de couleur. Alors, je pense que vous êtes tous familiers, et puis Marcel nous a montré les différentes couleurs, les profondeurs de pénétration des différentes couleurs dans l'océan. Vous êtes tous familiers du fait que la lumière blanche, notamment qu'on reçoit du Soleil, c'est un mélange de différentes couleurs, hein. Si vous la passez dans un prisme, vous la verrez se décomposer, alors notamment en bleu, en vert, en rouge. De façon un petit peu plus technique, alors la lumière, c'est un champ électrique et magnétique qui se répète au cours du temps. Et le nombre de fois où ça se répète par seconde, ce qu'on appelle la fréquence, ou la distance parcourue par l'onde entre deux répétitions, ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est ça, c'est cette fréquence et cette longueur d'onde qui définissent les couleurs qu'on voit avec nos yeux. Et concrètement, hein, quand vous voyez du bleu, c'est que c'est de la lumière à un peu plus haute fréquence qui atteint vos yeux. Puis quand vous voyez du rouge, c'est de la lumière à un peu plus basse fréquence. Alors, où c'est particulièrement intéressant de parler de ces différentes couleurs, c'est que chaque matériau, en fonction de ses propriétés physico-chimiques, ne va pas interagir tout à fait de la même façon avec toutes les couleurs. Et ça, c'est grâce à ça, par exemple, que vous êtes capable avec vos yeux de déterminer si une fraise ou une banane sont mûres ou pas, quoi. Et bien, en utilisant des instruments... là, le bleu et le rouge, hein, vous voyez, c'est à peu près les limites du domaine visible par nos yeux. Mais vous voyez que ce domaine visible par nos yeux, c'est qu'une toute petite fraction de toutes les longueurs d'onde ou fréquences qui existent pour la lumière. Et donc, il existe tout un autre tas on pourrait dire, de couleurs invisibles à nos yeux, mais qui sont tout aussi intéressantes que les couleurs visibles, hein, comme par exemple l'infrarouge ou les ondes radio. Et donc, en utilisant des instruments qui vont pouvoir regarder ces couleurs invisibles à nos yeux, on va pouvoir apprendre encore plus de choses sur l'environnement en général, et puis sur les planètes en particulier. Alors, les images que vous voyez ici, justement, en bas à gauche, vous avez une vue de Saturne dans le domaine visible, hein. C'est une vue assez classique, hein. On voit bien Saturne avec ses anneaux. À droite, par contre, vous voyez Saturne observé à une longueur d'onde dans l'infrarouge, dont a une nuance de couleur assez spécifique dans l'infrarouge. Là, vous voyez que la vue est notablement différente. On voit beaucoup mieux les anneaux de Saturne. Pourquoi ? Parce qu'à cette nuance de couleur spécifique, les grains de glace dans les anneaux de Saturne réfléchissent beaucoup mieux la lumière comparé à l'atmosphère de Saturne qui absorbe pas mal la lumière à cette longueur d'onde parce qu'elle contient entre autres du méthane. Mais ça, on va y revenir un petit peu après. Donc ça vous illustre comment, en utilisant différentes couleurs, on peut mettre en évidence différentes choses. Comment maintenant est-ce qu'on utilise les couleurs pour identifier d'autres exoplanètes? Alors ça, c'est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est qu'au sens strict déjà, une planète, ça ne tourne pas autour d'une étoile. C'est plutôt l'étoile et la planète, vous voyez, qui bougent toutes les deux en même temps. L'étoile et la planète qui tournent autour d'un centre de masse commun. Et alors ça, c'est particulièrement important parce que ça fait que l'étoile fait des petits allers-retours quand il y a une planète à proximité. La deuxième chose, c'est que, alors, imaginons que nous, on soit un observateur là, à gauche de la diapositive sur Terre. À cause de ces mouvements de va-et-vient, on voit que de temps en temps, là, comme l'étoile le fait maintenant, l'étoile va se rapprocher un peu de nous, et puis un petit peu après, l'étoile va s'éloigner de nous, et puis elle va continuer à faire ça de façon périodique. Et ces rapprochements et ces éloignements vont changer la fréquence de la lumière de l'étoile, et donc la couleur qu'on perçoit de cette étoile. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Alors, ce changement de fréquence, c'est quelque chose, je pense, avec lequel vous avez une certaine familiarité. J'espère pas quotidienne, mais souvent, qui est un événement qui n'est pas si rare. Quand vous voyez, par exemple, un camion avec une sirène qui passe devant vous dans la rue, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quand le camion se rapproche, ça augmente la fréquence du son, la sirène sonne plus aiguë. Et puis, quand le camion s'éloigne, la sirène sonne plus grave, puisque la fréquence du son est diminuée.
Mais il va se passer exactement la même chose avec l'étoile. Quand l'étoile se rapproche de nous, alors l'animation est bloquée, je suis désolé. Quand l'étoile se rapproche de nous, du coup, ça va augmenter la fréquence de la lumière. Donc par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va décaler sa lumière vers le bleu. Et puis quand elle s'éloigne, à l'inverse, ça va décaler sa lumière vers le rouge. Alors si l'animation marchait, vous verriez que ces décalages périodiques vers le bleu et le rouge, c'est le décalage de ces marqueurs de lumière, ces bandes noires qu'on a en bas de l'animation qui vont périodiquement vers le bleu ou vers le rouge quand l'étoile se rapproche ou quand l'étoile s'éloigne. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'intensité de ce phénomène dépend de la masse de la planète, puisque plus une planète est massive, plus elle va faire bouger son étoile, et donc plus ce phénomène sera intense. Là, je vous ai présenté 2 exemples qui avaient trait aux exoplanètes. Maintenant, je voulais vous ramener pour la deuxième moitié de la présentation dans le système solaire pour explorer la lune Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne. C'est la grosse boule orange là, que vous voyez sur la partie gauche de la diapositive. Et alors, grosse boule orange parce que Titan Titan, c'est une lune qui fait à peu près la taille de Mercure. Donc, c'est un gros bébé. C'est vraiment une lune à la taille d'une planète, quoi. Et Titan a la particularité d'être la seule lune du système solaire qui a une atmosphère. C'est cette brume justement orange là qu'on voit bien dans le domaine visible. Et puis, alors qui est très intéressante pour un certain nombre de points, mais qui nous empêche de voir la surface. Vous voyez, si je regarde par exemple une autre lune de Saturne, qui est là une vue tout à fait classique, on voit que sur cette surface, il y a pas mal de petits cratères. On est incapable de voir ça sur Titan parce que l'atmosphère nous occulte complètement la vue. Alors, quand on a des belles images comme ça de Titan renvoyées par une sonde spatiale, celle-là en 2011, c'est très facile de voir que Titan a une atmosphère. Mais en fait, quand on a reçu cette image, ça faisait déjà plus d'un siècle qu'on savait que Titan avait une atmosphère à cause d'un petit jeu d'ombre qui est assez intéressant. Alors, si vous regardez la Lune qui n'a pas d'atmosphère, ici, vous voyez qu'on oublie le croissant qui n'est pas illuminé par le Soleil. On va regarder le bord qui est bien illuminé. Vous voyez que l'intensité lumineuse du disque de la Lune reste à peu près constant jusqu'au bord. Il y a pas on passe bien là de la Lune lumineuse à Saturne en arrière-plan. Par contre, si on regarde le disque de Titan, vous voyez avec Saturne en arrière-plan qu'au moment où on se rapproche du bord, le bord de Titan devient noir. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'assombrissement de bord, qui est bien connu, lié aux atmosphères, et qui a permis du coup, en 1907, à un astronome espagnol, alors vous voyez son dessin ici de Titan, de comprendre que Titan avait une atmosphère. L'atmosphère de Titan me ramène à l'intérêt de regarder les différentes couleurs de la lumière. Alors, si vous vous souvenez, on avait dit que l'atmosphère de Saturne absorbait pas mal l'infrarouge parce qu'elle contient notamment du méthane. L'atmosphère de Titan contient aussi du méthane et du coup va aussi absorber l'infrarouge. Le graphique là, que vous voyez en haut de la diapositive, alors c'est différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire différentes nuances de couleurs dans le domaine infrarouge. Et en gros, l'idée de ce graphique, c'est que quand la barre verticalement là, est complètement remplie de gris, ça veut dire qu'à cette longueur d'onde spécifique, à cette nuance de couleur spécifique, l'atmosphère est complètement opaque. Par contre, alors vous voyez que c'est le cas dans quasiment la totalité de ce domaine infrarouge qu'on explore. Par contre, vous voyez qu'à certains endroits, il y a un petit peu de blanc. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'atmosphère est légèrement transparente. Et ça va être particulièrement intéressant pour nous, planétologues et géologues, puisque quand cette atmosphère est un peu transparente, ça va nous permettre d'observer la surface et puis de commencer à comprendre ce qui se passe à la surface de Titan. Alors là, je vais essayer de lancer une petite animation. Vous allez voir, on va balayer ce domaine de longueur d'onde avec le petit curseur qui va se promener là, puis on va regarder ce qui se passe sur Titan, et vous allez voir, normalement, s'il n'y a pas de problème de synchronisation sur la slide, qu'au moment où le curseur passe sur les zones blanches, c'est là où on va pouvoir voir la surface de Titan. Donc là, normalement, si la vidéo s'était lancée, on aurait vu, en gros, vous voyez sur la majorité de ce parcours, vous voyez un Titan qui ressemble à peu près à ça, donc tout à fait similaire à ce qu'on a ici. Mais très brièvement, au moment où le curseur passe sur ces petites zones blanches, on voit la surface de Titan, et ça nous a permis justement de faire des cartes de la surface de cette Lune. Ça m'amène à ma dernière diapositive. Pour parler de la surface de Titan, il y a une autre nuance de couleur du coup qui passe très bien l'atmosphère de Titan, c'est les ondes radar. Et ce que vous voyez ici, c'est de la cartographie radar du pôle nord de Titan. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus local que la vue globale qu'on avait avant, et du coup on voit pas mal de détails.
Et un aspect intéressant des ondes radar, en tout cas à ces fréquences, c'est qu'elles sont sensibles à la rugosité du terrain, mais la rugosité à l'échelle millimétrique. Et du coup, alors, ce qui saute aux yeux quand on voit cette carte radar du pôle Nord de Titan, ce sont toutes ces régions-là qui sont presque complètement noires, qui sont quasiment complètement lisses. Lisse, et alors si vous regardez dans l'agrandissement ici, lisse et qui semble connecté à ce qui ressemble à s'y méprendre sur Terre, à des chenaux de rivière, quoi. C'est exactement ce que vous êtes en train de regarder sur cette image radar. C'est des rivières et des lacs à la surface de Titan. Alors, avec du liquide dedans, mais pas avec de l'eau, parce que la surface de Titan est à moins 180 degrés, donc l'eau est bien solide, mais avec notamment du méthane liquide, qui est en lien avec le méthane dans l'atmosphère qu'on a mentionné, pour faire un cycle d'évaporation, de précipitation, de pluie, un petit peu comme l'eau sur Terre. Et alors j'aime beaucoup terminer sur cette image parce que du coup, je trouve que c'est à la fois une vue qui est très familière avec ces lacs et ces rivières et en même temps extrêmement exotique avec cette notion de méthane liquide. Et je trouve que c'est une très belle représentation de l'aventure de planétologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.